Si vous deviez parier sur l'entreprise qui a vendu le plus de voitures au monde, vous parieriez sur quoi? Sur Ford, Volkswagen, Peugeot, Renault? Ouais, non. C'est vraiment Toyota avec plus de 300 millions de véhicules. Toyota est également l'entreprise qui a produit le modèle le plus vendu au monde, à savoir la Corolla qui est absolument partout à l'international et notamment aux États-Unis. Pourtant, si vous regardez le YouTube français, on a des vidéos à l'appel sur Renault, sur Peugeot, sur Ford, sur Porsche, sur Ferrari évidemment, mais on n'a pas grand chose sur Toyota. Et pour cause, l'entreprise vient de l'autre bout du monde et ses modèles sont en apparence pas franchement sexy. Brother, Mais si vous voulez comprendre l'industrie, que ce soit l'industrie automobile ou autre, Toyota est vraiment l'entreprise à connaître. Si vous n'avez entendu parler que du Fordisme et de ses problèmes, que vous avez encore en tête les films de Chaplin, eh bien il faut vous dire que vous avez plus de 50 ans de retard. Aujourd'hui, Ford est dépassé depuis bien longtemps, et on ne parle plus que du toyotisme. Souvent aussi, on l'appelle le lean management, et ce, c'est vrai dans le monde entier. Vraiment pas un phénomène isolé, mais un phénomène global. Or, si on veut parler de réindustrialisation en France, l'idée de faire revenir l'emploi, la richesse, les moyens de production, eh bien il faut comprendre les tenants et les aboutissants de l'industrie, que ce soit de la vision de Toyota, de notions comme les coûts de production, l'économie d'échelle, le juste à temps, etc. Et comme je veux vraiment que vous compreniez l'industrie moderne, j'ai décidé de vous en parler, bien qu'il faille sortir un peu de notre douce France. Mais on va y aller doucement et pour cela, on va le faire à travers des histoires de la vie réelle qui se sont passées et dans lesquelles ces concepts sont nés. Alors installez-vous confortablement et embarquez avec moi dans un voyage dans le temps et dans l'espace car nous partons à la découverte de Toyota. Nous nous retrouvons à la fin du 19e siècle au Japon, au pays du soleil levant. La dynastie Toyota remonte à cette époque avec un homme, Sakichi Toyoda, dit le roi des inventeurs. Il n'est pourtant à cette époque qu'un jeune charpentier d'une communauté de paysans assez pauvres. Sa mère, sa grand-mère et toutes les femmes de son entourage avaient coutume de tisser le soir en plus de leur travail quotidien pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Lui, qui est charpentier de formation, s'essaye alors à améliorer le quotidien de sa mère, de sa grand-mère et des femmes de son entourage, en améliorant grâce à sa maîtrise du bois le métier à tisser familial. Et en 1894, il arrive à un niveau d'amélioration du modèle du métier familial tel qu'il est maintenant mécanisé et quasiment automatique pour peu qu'on lui fournisse de quoi faire tourner une manivelle. Qui plus est, malgré ses très faibles moyens, il est parvenu à un modèle moins cher et plus performant que ceux du marché, ce qui lui permet de déposer un premier brevet. Il ne lui manque plus qu'à ajouter un moteur à l'appareil pour rendre automatique le travail, ce qu'il fera mais à la japonaise puisque cela prendra encore 30 ans à faire. À l'époque, ce qu'il maîtrisait le mieux était le moteur à vapeur. Naturellement, il en achète un, qu'il démonte, remonte, et finit, par essai et erreur, un modèle de métier à tisser automatique en 1924. Je vais aller assez vite, mais il faut comprendre que dans la mentalité Toyota, l'intégration d'une technologie qu'on ne maîtrise pas parfaitement à un système qui lui fonctionne parfaitement est quelque chose d'assez délicat. La technologie doit être au service de ce qui fonctionne, faire des synergies, mais l'idée n'est pas de dire, comme on voit partout aujourd'hui, « Oh, l'IA, c'est la mode, viens, on en met partout, alors que ça sert à rien. Au pire, ça fera classe pour les actionnaires, ouais. » Non, c'est pas du tout l'idée Toyota. Donc il prend son temps, mais finalement, en 1926, il fonde la Toyoda Automatic Loom Works, c'est-à-dire l'entreprise des métiers à tisser Toyoda. Et vous avez remarqué peut-être que je disais Toyoda et pas Toyota. Et c'est normal. La famille s'appelle bien Toyoda, mais Toyota étant plus facile à prononcer, eh bien ils ont tout simplement changé leur nom de famille pour des raisons marketing. En tout cas, les métiers à tisser de Toyota seront assez révolutionnaires et particulièrement fins, car ils s'appuieront sur un des principes qui sera un des piliers du toyotisme. Mais au fait, qu'est-ce que le toyotisme? Est-ce que c'est un art martial avec des ceintures de différentes couleurs en fonction de son niveau de progression? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une secte japonaise un peu bizarre? Eh bien en fait, disons que c'est plutôt une philosophie, même si il se trouve qu'il y a des ceintures de différentes couleurs dans cette philosophie. En tout cas, je vous en parlerai un peu plus tard ou dans une autre vidéo. Et justement, le premier principe de cette philosophie, c'est ce qu'on appelle le Jidoka, c'est-à-dire l'automatisation dite intelligente, ou l'automatisation avec une touche humaine dans l'esprit de Toyota. Ce que ça veut dire, c'est que la machine est faite pour tourner avec une supervision humaine, au service de l'humain, là où dans l'esprit industriel plus fordiste ou plus classique, vous auriez l'humain qui serait au service d'une machine qui, elle, lui distribue les tâches, et donc l'idée japonaise est de base assez différente. Mais donc, en quoi est-ce du Jidoka ici? C'est du Jidoka parce que la machine de Toyota s'arrête dès qu'un fil casse. L'ouvrier, alors, contrôle la machine et doit donc corriger la cause de l'arrêt et rechercher la cause première, quitte à installer une contre-mesure pour un temps plus long. Dans le Fordisme, au contraire, l'ouvrier serait là pour accomplir uniquement une tâche mécanique. Dans la pensée de Toyota,
La tâche mécanique incombe à la machine et l'humain, lui, fait preuve d'intelligence et de compréhension pour superviser, contrôler, corriger et améliorer le process. Et dans la pratique, on n'observe pas toujours une synergie machine-humain aussi rose pourtant, mais à nouveau, c'est un sujet pour une autre vidéo parce que ça va être assez long. Revenons-en donc à Toyota. Les machines sont vraiment tues du marché de l'époque et commencent à se répandre en Europe. En 1929, la maison britannique Platt Bros, leader mondial de machines à tisser automatiques, achète une licence à Toyota pour la fabrication et la distribution des machines Toyota pour l'Europe, le Canada et l'Inde au prix de 100 000 livres. Sans patate! Mais les Toyota sont conscients que le monde change et qu'une nouvelle machine va s'imposer dans le monde entier, à savoir l'automobile. Le père Sakichi Toyoda vient de mourir, et son fils Kiichiro convainc son frère Risaburo, le président de Toyota Automatic Loom Works, de lui confier l'argent de la licence pour créer un département automobile, ce qui sera fait le 1er septembre 1933. Le but est de développer et de construire la première automobile entièrement nippone. Le projet est un enjeu de fierté nationale qui est même soutenu par le gouvernement. Faire ses propres voitures de A à Z, c'est pour le Japon affirmer que c'est une nation moderne. Et donc ils vont jouer la carte à fond. Ils vont investir énormément en R&D, et comme l'île n'est pas encore assez équipée en fonderie industrielle pour faire des pièces en acier pour les voitures, Toyota investit dans 2 fours à arc électrique de 2 et 4 tonnes. Ce sont les premiers au Japon. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. La marche entre les métiers à tisser et les voitures est immense, techniquement parlant. Les Toyota ont quasiment 30 ans de retard sur l'Europe, et donc ils sont obligés d'acheter des voitures américaines pour les dépecer, les rétro-ingénierer, et envoient même des employés en Europe et aux USA pour acquérir du matériel de là-bas et observer comment font les leaders internationaux qui sont à ce moment très en avance sur eux. On pourrait appeler ça de la triche, mais pour eux, et ils le font vraiment en cohérence avec leur deuxième pilier, ça s'appelle du Genchi Genbutsu, c'est-à-dire l'observation du terrain et le fait de mettre les mains dans le cambouis. Et ce principe est tellement ancré dans l'esprit de l'entreprise que Kiichiro Toyoda, donc le fils de Sakichi Toyoda, écrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu'il serait vraiment inquiet de la capacité des Japonais à reconstruire leur industrie si les ingénieurs pouvaient aller manger à midi sans se laver les mains. Et plus tard, celui qu'on considère comme l'instigateur du système de production de Toyota aura comme coutume d'envoyer les jeunes ingénieurs tout juste diplômés dans l'usine, de tracer un cercle autour d'eux et de leur interdire de sortir de ce cercle de toute la journée pour les forcer à bien observer, à repérer où la valeur est créée et où il y a des pertes dans les processus de production. Toujours est-il que pour Toyota, les débuts sont compliqués. Les voitures ne sont pas à la hauteur des voitures américaines et européennes, et ils n'en vendent qu'un millier, ce qui est vraiment peu à une ère où Ford est déjà passé, et où la production de masse est devenue une chose normale en Occident. Ils doivent de plus faire face aux difficultés de la Grande Dépression, mais ils s'accrochent via les commandes de camions du Japon pour les besoins de la guerre. Mais les bombardements intensifs du Japon à la Seconde Guerre mondiale vont leur couper leur élan. On arrive à un point en 1949 où l'entreprise est complètement déséquilibrée. Les Toyota ont complètement négligé de mettre en place un réseau de vente efficace, ce qui fait que l'entreprise produit des voitures qu'elle n'arrive pas à vendre. Des licenciements sont débutés, les ouvriers se mettent donc en grève. La direction n'arrive pas à trouver un accord avec les syndiqués. Le 5 juin donc, en 1950, Kiichiro et tous les directeurs décident de démissionner en bloc, en espérant ainsi prouver leur bonne foi à leurs employés. Kiichiro sauve donc l'honneur de la direction, mais en mourra de chagrin 2 ans plus tard. Cette action a quand même impressionné l'Union des travailleurs, et la grève prendra fin. Et c'est l'un des principes de Toyota. Les employés sont l'atout principal d'une entreprise. Et c'est par eux que l'entreprise fonctionne, c'est eux qui possèdent les compétences et le savoir de l'entreprise. Si demain tout le monde part, l'entreprise meurt. Et enfin, c'est leur intelligence qui permet l'amélioration des processus. Encore une fois, c'est la théorie. En Europe, je ne suis pas sûr d'observer ça dans les faits. En tout cas, du moins chez nous. Toujours est-il que des accords sont signés entre les employés et la nouvelle direction. Et miraculeusement, la guerre de Corée qui commence engendre de nombreuses commandes américaines. C'est ce qui permettra à l'entreprise de se relancer, de reflouer la trésorerie et de recommencer de zéro. Et cet argent sera bien utilisé puisqu'il permettra de lancer le développement du Land Cruiser qui aura un succès international, notamment l'apparition du fameux Toyota Production System qui lancera l'ère du toyotisme pour l'industrie en 1954. Pour l'instant, du Toyota Production System, ou le TPS, on a vu 3 principes. La première, c'est prendre l'habitude de faire bien du premier coup. S'il y a un problème, on s'arrête, on corrige à court terme, puis on analyse et on apporte un correctif à long terme, c'est le Jidoka. Deuxième principe, on met les mains dans le cambouis et on va sur le terrain pour comprendre les problèmes.
C'est ce qu'on appelle le Genshi Genbutsu. Et le troisième qu'on a vu, c'est que la richesse d'une entreprise réside dans les gens qui en font partie. Mais en 1954, rien n'a encore fait pour Toyota, et malgré ces principes qui sont en train de naître, on est encore loin du géant que l'on connaît aujourd'hui. Donc il me reste encore pas mal de choses à vous raconter, et qui plus est, je vous ai même pas parlé du Just in Time, du système Kanban, du Kaizen, et puis des chasses au Muda. Donc ce sera pour une prochaine vidéo, et si vous voulez la voir, abonnez-vous, ça sera fait. J'espère en tout cas que la vidéo n'a pas été trop dense en informations. J'essaie de sensibiliser un sujet qui est souvent enseigné de façon assez pénible, pour ne pas dire autre chose. Donc faites-moi part de vos retours en commentaire, ça permettra d'aiguiller sur la suite. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo, de la partager. Et quant à moi, je vous retrouve une prochaine fois pour plus d'histoires sur l'industrie, sur Toyota ou d'autres entreprises. Sur ce, à tantôt.